à 10 milliards de dollars américains selon les statistiques livrées récemment par la DGDF, Direction générale de la dette publique. La dette extérieure et intérieure de la République démocratique du Congo qui était réduite de 13,704 milliards de dollars américains à 2,931 en 2010 lors de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPT sous Mouzitou est remonté en flèche jusqu'à dépasser la barre des 10 milliards de dollars. Ce chiffre est perçu par certains comme une des conséquences de la mauvaise tenue de finances publiques. Analyse et commentaires sur votre émission Kiosque avec nos invités. Et puis cette affaire plutôt des corruptions qui éclabousse Jules Alunghetti, cité au cœur d'une affaire rocambolesque de dénonciation, de corruption plutôt, auprès de la justice congolaise depuis plus de 1 mois, mais passé sous silence jusque-là. Nous allons également analyser cette problématique et pour terminer, nous allons aborder également la commémoration du 30 ans des génocides rwandais qui en cache un autre avec ces différentes ramifications des guerres en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine de prédilection Kiosque de ce jour. À l'heure et plaisir de recevoir Pompon Joly et d'autres invités vont nous rejoindre juste après. Pompon Joly, vous êtes les bienvenus sur Kiosque. Merci beaucoup, cher Eddy. Je salue nos téléspectateurs. Je sais que nos co-débatteurs viendront, mais entre-temps, je prends les bâtons de commande pour ces 45 bonnes minutes. Pompon Joly, minutes plutôt, oui. 10 milliards de dollars américains, un chiffre qui fait couler aujourd'hui beaucoup d'encre et de salive, car perçu comme une plongée brutale de la République démocratique du Congo dans le cercle vicieux de l'endettement qui avait tout fait du mal à l'économie nationale sous le règne du maréchal Mobutu Seko Kukuwendo Azabanga, mais aussi le régime Kabila père et fils. Votre analyse? Merci pour la question. Ce n'est pas aussi empêché à un pays de s'endetter. Les pays peuvent s'endetter lorsque le revenu ou le budget de l'État est déficitaire. Donc oui, là, c'est tout à fait légitime. Mais lorsque le pays s'endette, c'est pour orienter cet argent-là à des besoins qui riment avec le besoin de la population. Vous voyez, pour éviter de dire que non, voilà, on a construit par exemple la plus longue route du monde, Chaba-Inga, qu'on appellerait comment on appelle encore éléphant blanc. Les donc, éléphants blancs, producteurs de la dette. C'est ça. En fait, lorsqu'on endette, parce que même les États-Unis endettent, même l'Allemagne, des grands pays, des grandes nations endettent. Mais la question qu'on doit se poser, vous savez, s'il faudrait interroger l'histoire, nous sommes en 2001, Kabila prend les pouvoirs, Kabila arrive, la première des choses, le premier dossier, selon les institutions de Bretton Woods, c'est que sa table, c'était une politique imposée par ces institutions-là. Donc, c'est-à-dire c'était la PEC-A, la politique économique du gouvernement. Et cette politique imposée ou proposée par les institutions de Bretton Woods en 2001, avec les nouveaux présidents qui étaient à ce moment-là, Kabila, c'était pour arriver à effacer nos dettes. Parce que l'État, c'est tout ce qui se passe au niveau de l'État est précalculé. Nous sommes en 2001, PEC 1, et ces institutions-là ont été coachées aussi par Louis Michel. 2002, 2003, deuxième PEC, deuxième politique économique du gouvernement PEC D. Et Kabila a bien, comment dirais-je, appliqué, a bien fait son travail par rapport aux exigences des institutions de Bretton Woods. Et après, il y a eu 1+4, la première élection avec la CI. Mobutu arrive comme Premier ministre. Donc c'était d'abord son père, papa fait à son père son âme, et l'objectif de Mobutu c'était quoi? Les pays est pauvre.
les pays n'est pas vraiment crédible. On doit endetter parce qu'il faudrait construire des ponts, des hôpitaux. Il faudrait donner vraiment du souffle à ces peuples-là qui ont tant souffert. Que faire? Il faudrait endetter. Mais avant d'endetter, il faut d'abord aspirer la dette extérieure. Et c'était, je crois, à 14 milliards. Et Mobutu, son objectif, c'était ça, d'aspirer ces dettes-là. Et vous avez vu, on a donné, collé à l'État un nom, PPT, pays pauvres très endettés. L'initiative PPT. L'initiative PPT. Oui. Alors, Mobutu a commencé chaque mois, il donnait à ces institutions-là, si j'ai une bonne mémoire, 250 millions de dollars. Jusqu'à ce qu'il a aspiré la dette. Après Mobutu, il fallait un autre premier ministre. Une partie de la dette. Une partie de la dette. Pas la une bonne partie de la dette. Oui. Après Mobutu, il fallait un autre Premier ministre. Et l'objectif des nouveaux Premiers ministres après Mobutu, c'était maintenant de développer les pays parce qu'il n'y avait plus de quoi. Oui. Donc c'était Matata Pognon. C'est pour cela que vous avez vu les grands chantiers, les 5 chantiers plutôt, et puis la révolution de la modernité. Là, on a grandi le boulevard du 30 juin, boulevard Lumumba, il y a eu des semi-viaducs vers Pomatete, et la création des Transco, ainsi de suite. Donc c'était parce que le nouveau Premier ministre a trouvé quand même un pays assaini. Mais la question, par rapport à l'actualité, Oui. les pays ont encore dépassé la seuil à plus de 10 milliards. C'est historique. Moi, je ne condamne pas vraiment les gouvernements. Vous savez, l'homme par nature, lorsqu'on donne des moyens à l'homme, sans les contrôles, tout homme, peu importe la couleur de l'homme, il va s'abuser. C'est pour cela qu'on crée des mécanismes de contrôle. Et Machiavel a parlé de séparation des pouvoirs. Nous avons le pouvoir législatif, judiciaire et exécutif. Et c'est quoi le rôle du pouvoir législatif? Le pouvoir législatif est créé pour contrôler les institutions. C'est pour cela qu'on dit le pouvoir arrête les pouvoirs. Donc, il est là pour contrôler. Il donne d'abord les instruments juridiques qu'on appelle les lois, la production législative. Et le même pouvoir arrive pour contrôler si les lois ont été exécutées. Le même pouvoir vient encore pour représenter les peuples. Est-ce que l'Assemblée nationale fait son travail? Parce que, selon la Constitution, notre Assemblée nationale ou le Parlement est appelé l'autorité budgétaire. Oui. Parce que la session de septembre, c'est une session budgétaire. Et les députés sont là pour voter l'OFIP, la loi des finances. Il finit de voter cette loi, et même les législateurs, ils sont en même temps des gardiens. Ils sont là pour contrôler sur l'effectivité des lois votées. Oui. Or, le budget a un caractère d'autorisation. On ne peut jamais toucher un iota, même pas $1, sans une autorisation. Oui. Alors, le rôle de l'Assemblée nationale pendant cette période était quoi? Moi, je donnerais raison peut-être à ceux-là qui disaient que l'Assemblée nationale serait une caisse de résonance. Parce que si l'Assemblée nationale faisait le travail lui attribué dans la Constitution, on n'aurait pas parlé des dettes de 10 milliards de dollars aujourd'hui. Donc moi, au-delà de l'Assemblée nationale, oui, il y a aussi la population. Parce oui, que vous savez, l'Assemblée nationale ou le Parlement fait le travail qu'on appelle le contrôle parlementaire. Mais les citoyens font le contrôle citoyen, lui attribué dans la Constitution. C'est constitutionnel. Pourquoi? Parce que les citoyens jouent de rôle. Sans les citoyens, on ne parlera pas de l'État, ni de la Constitution. Parce que les citoyens votent et contribuent dans la caisse de l'État. Mais Pompon Joli, engagé aujourd'hui dans la spirale de l'endettement pour la bonne cause, la République démocratique du Congo est même fichée jusque-là comme les pays les moins endettés de la planète. Vous ne voyez pas qu'elle peut encore se permettre de s'endetter pour financer des investissements porteurs de croissance? C'est ce que j'avais dit. C'est-à-dire, le pays, même les États-Unis, même l'économie, la plus grande économie du monde, qui est aujourd'hui les États-Unis, la Chine ou le Japon, oui, paye endetté. Pourquoi on endette? C'est-à-dire que les pays s'endettent lorsque le revenu ou le budget est déficitaire. Parce que l'État est créé
pour résoudre les problèmes d'une société, n'est-ce pas? L'État est créé pour construire le pont, pour construire les hôpitaux. Maintenant, si l'État n'a pas les moyens de répondre aux déshydratats de sa population, Oui. et l'État voit que non, par rapport à ce que moi j'ai, il y a un déficit, pourquoi ne pas endetter? C'est d'ailleurs ça le rôle qu'on a créé, les institutions de Bretton Woods. Donc tout le monde peut endetter, mais lorsque vous endettez, il faut par morale et par fonction, par éthique, il faudrait avoir la capacité de payer vos dettes pour éviter que vous soyez classé dans les chapeaux où vous êtes les pays... Mais par là, vous ne voyez pas que la dette est devenue un instrument de chantage et de domination. Bon, par rapport à l'RDC ou à la Par rapport à la RDC souvent. Par rapport à la communauté internationale, Parce que de Bretton Woods. le conditionnement de payer chaque fois l'endettement, vous ne voyez pas que cela n'augure pas des perspectives intéressantes. Bon, tout ça, ça dépend de la politique mise en place sur le plan interne. Oui. Vous voyez? Parce que la RDC, ce n'est pas, nous ne sommes pas le pays le mieux endetté du monde. Les États-Unis dépassent, les États-Unis au-dessus. Mais pourquoi il n'y a pas l'acharnement au niveau d'autres pays que la RDC? Mais le bon, c'est au niveau sur le plan interne. Parce que il y a eu beaucoup d'activités aujourd'hui. La première activité, c'était l'arrivée des papes. Vous voyez? Posons-nous la question, où est-ce que la RDC a trouvé l'argent pour accueillir Pape pendant tous ces jours-là? Où est-ce que la RDC a trouvé l'argent pour organiser l'Organisation internationale de la francophonie, les Jeux de la francophonie par exemple? Lorsque la RDC a trouvé l'argent pour avoir peut-être l'immeuble qui est en face des palais du peuple, vous voyez? Tout ça, ce n'est pas l'argent de la RDC, ce sont de l'argent endetté. Mais le problème ici, ça se pose au niveau, lorsque vous endettez, il faudrait avoir la capacité de payer vos dettes. Mais la dette d'aujourd'hui, moi je ne pense pas que si on endette aujourd'hui, l'année prochaine on paye les dettes. Non, non. Parce que l'actuel régime a fait que 5 ans. Et aujourd'hui on parle de 10 milliards. Bon, là c'est une information, mais pas une imposition de payer les dettes. C'est-à-dire c'est juste une information que nous avons atteint une barre sur le plan historique. C'est pour la première fois. Peut-être c'est à l'inspection générale des finances, à nos autorités budgétaires, de veiller sur les deniers publics. Parce que ce n'est pas vraiment, ça donne une mauvaise augure par rapport à nos gestionnaires. Vous savez, le gouvernement, nous quand on grandissait, lorsqu'on vous présente un ministre, c'est comme si c'était un ange. Oui. Ce n'est pas intéressant que chaque jour, dans des médias, on nous balance ce genre de comportements, ce genre d'informations que non, l'argent a été détourné, l'argent, il a atteint la barre, des dettes, ainsi de suite, ce n'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que nous manquons de mécanismes de contrôle. Pour chuter, nous sommes en 2015. Il fallait décrypter le calendrier électoral de Malou Malou, l'effet Malou Malou. Nous étions casernés quelque part avec plusieurs structures internationales et nationales. Et moi, j'ai partagé une même thématique avec un Américain. Après 3 ou 4 jours, cet Américain m'a dit, en tout cas, j'ai senti qu'il y a l'intelligence chez vous. Mais qu'est-ce qui fait que le développement prend du jour? J'ai compris ici, après mes études, vous manquez les mécanismes de contrôle. Même un Américain, lorsque l'Américain n'est pas contrôlé, il va détourner. Oui. Il faut créer des mécanismes de contrôle. C'est pour cela qu'on a créé les parlements. Vous voyez? Très bien. Donc voilà, il faudrait activer ces mécanismes-là, les parlements, l'IGF, ainsi de suite, même les agences, pour éviter ce genre de choses. Très bien. John Kabessa, vous venez de nous rejoindre tout à l'heure. Nous parlons de la dette de la République démocratique du Congo aujourd'hui, selon les statistiques de la DGDP. La dette est aujourd'hui fixée à 10 milliards de dollars. En fait, une dette, c'est en fait l'engagement d'un débiteur envers un créancier. Mais en principe, le débiteur est celui-là qui accepte de contracter librement la dette et qui en bénéficie. Mais là où le bas blesse, c'est du fait que le remboursement et le paiement d'intérêts exigés par les créanciers, cela est hors d'atteinte et empêche toute forme de développement, surtout de la République démocratique du Congo. Votre analyse?
Merci beaucoup, cher Eddy KBA, au moins pour l'opportunité. Bonjour aussi à Pompon Joly. Bonjour à tous les fidèles téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment. La question reste assez non seulement saillante, mais aussi qui brille les lèvres. Oui. Je crois une fois de plus, quand on parle d'une dette, ou quoi que ce soit, que cela soit la dette publique extérieure ou intérieure, ce n'est pas une notion nouvelle dans la gestion au moins rationnelle d'un État. Mais c'est inhérent, comme on doit se le dire, même les États du monde les plus modernes s'endettent. La France a dépassé les caps de plus de 100% exactement de sa dette publique, sans compter au moins l'Afrique du Sud qui est aussi le pays le plus endetté au niveau africain, et le Nigeria ainsi de suite. Mais la plus grande question, c'est au niveau exactement, qu'est fait ou à quoi sert exactement la dette publique, que cela soit extérieure ou intérieure. Après avoir suivi exactement les déclarations ou les statistiques livrées par la DGDP, qui est la Direction Générale également chargée de la dette publique en République démocratique du Congo, je me rends compte que le rapport est cohérent dans la mesure où on a bien précisé que la RDC en 2019, avait déjà une dette estimée à plus ou moins 3,5 milliards. On va aller dans le chiffre concret pour que les gens puissent au moins comprendre. Une affaire de 3,5 milliards. Mais c'est entre 2019 et 2024 que la RDC a quitté exactement de 3,5 milliards pour 10 milliards. Et dans les synopsis et également dans la description de ces rapports statistiques, la DGDP précise très bien qu'il y a eu 6 milliards qui, pour ce qui concerne la dette extérieure, on a pu au moins contacter auprès des institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire l'FMI et aussi la Banque mondiale, pour essayer de servir à quoi? Uniquement ou exclusivement à la mise en œuvre de ce qu'on appelle la politique liée à la gratuité de l'enseignement. Là, c'est 6 milliards et je ne veux pas aller dans des considérations signées. Il y a 4 milliards qui restaient affectés dans ce qu'on appelle, c'était la dette intérieure, mais qui a été affecté dans ce qui est des infrastructures, Pompon Joly venait de le dire, les infrastructures, mais aussi, plus grave, on dit, le paiement ou le financement du fonctionnement et tant d'autres également de ce qu'on appelle la direction générale de l'entreprise, non, de la fonction publique centrale et tant d'autres. Vous allez analyser, au-delà des 6 milliards qui ont servi exactement à la gratuité de l'enseignement, les restes des 4 milliards, une grande partie est aussi partie dans ce qu'on appelle le fonctionnement ou le paiement de fonctionnement des institutions. On n'est pas en train de le dire ici, mais en voyant ce qu'on peut, le fonctionnement de la fonction publique ou le financement, on comprend il y a le fonctionnement des institutions. Et de là, on est en train de parler, une fois de plus, de la réduction des traits de vie des institutions. On ne sait pas décrire assez nettement. Avec ces rapports, je vis exactement des réactions qui ont fusé de partout pour parler avant. Il y avait aussi la dette sur ces. Oui, il y avait la dette avant. Mais l'échéance entre 2019 et 2024, c'est là où il y a eu explosion en termes de statistiques sur ces. Je me disais que si on pouvait s'endetter même à 15 milliards, parce que selon également la DGDP et d'autres institutions également internationales, on dit d'ici 5 ans, nous allons avoir une dette également public, qui va s'avoisiner entre autres à 15 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 10 milliards, mais d'ici 5 ans, nous serons à 15 milliards. Mais là où le bas blesse, c'est quoi exactement? C'est si et seulement si la dette publique est servie ou également a été affectée dans ce qu'on appelle dans le secteur des transformations ou dans le secteur lié à l'appui au développement, là au moins c'est justifiable, là nous pouvons également nous bomber le torse pour dire ça avance. Si également la dette publique est affectée en ce qu'on appelle une fois de plus dans l'économie des transformations, parce que l'un des points des axes liés à l'engagement du chef de l'État, il y a le point lié à la diversification, la stabilisation et le renforcement de l'économie nationale. Donc si on prend cette dette, au lieu que cela puisse partir toujours dans ce qui concerne à tout prix de ces côtés fonctionnement des institutions, infrastructures que moi et vous, peut-être je pourrais dire, vous et moi, nous ne voyons pas vraiment comme il faut. Oui. Vous n'avez qu'à circuler sur l'ensemble du pays et à constater cela. Cela revient à dire, comme je l'ai dit toujours, Eddy KBA, et il faudra reconnaître que nous sommes des prophètes. La semaine passée, il y a 2 semaines ici, j'ai eu à parler que le gouvernement Sama Lukonde n'a pas géré comme il faut ce qu'on appelle les deniers publics, également les ressources publiques. Vous n'avez qu'à voir ces rapports de la DGDP qui vous dit déjà
Je parlais ici de l'initiative liée à ce qu'on appelle la PPTE, donc ces pays pauvres très endettés. Il y a eu la réduction ou l'échelonnement lié au paiement de la dette exactement. On a quitté pour réduire sensiblement la dette. Mais si vous allez voir au-delà de Ilukamba, donc c'est si au-delà du gouvernement central, on voit le leadership de Ilukamba et de celui qu'on appelle carrément Sama Lukonde. Oui. Donc ça nous tombe cela. Mais je pense ceci maintenant, oui, ceci rappelle à la fois aux institutions, aux organisations de la société civile et à la fois faire ce qu'on appelle à renforcer les mécanismes du contrôle citoyen. Au-delà de ce que Pompon Joly a dit, les parlements, je vois les parlements à côté de l'IGF qui est rattaché à la présidence de la République. Je ne vais pas aller dans des considérations de faits, mais je crois que ça sera très difficile de nous établir un rapport cohérent pour essayer de décrire la situation. Mais lorsque vous évoquez également cette mégestion qu'on a vue aux grandes dames de l'ancien Premier ministre qui est Sama Lukonde, vous ne voyez pas que on pouvait aussi envisager des démarches pour l'annulation de cette dette parce que apparemment c'est comme si cette dette a servi à des projets mégalomaniaques qui n'ont rien servi pour la nation. D'abord, je peux instituer ici, essayer de parler, il y a les projets PDL 145 de territoire, mais malheureusement quand je fais l'analyse également de faits, vous allez voir ce projet n'est entré qu'en 2022 ici. On doit se le dire. Oui. Donc, bien avant, il y a eu ce qu'on appelle une suite. L'annulation de la dette, oui, mais c'est un processus. Un processus qui sera servi, qui sera confirmé dans ce qu'on appelle les engagements d'abord liés à l'État de payer en tenant compte les canevas de manière échelonnée. Donc, c'est-à-dire, on pourrait dire aujourd'hui, on va payer la dette, mais c'est là, j'ai dit récemment, Sama Lukonde a laissé un fardeau à Judith Tuluka. Donc, c'est-à-dire, à peine Judith est entrée, a déjà un grand défi à relever. Parce qu'elle va conduire la politique du gouvernement, elle va conduire également ses gouvernements. Il fallait voir cela. Mais moi, je crois que c'est un appel lancé à toutes les organisations, au moins qui font ce qu'on appelle le contrôle citoyen. On devait renforcer cela. Je parle une fois de plus de l'OSPC qui devait lancer récemment, je dirais dans les prochains jours, une grande campagne liée à la réduction sensible des trains de vie des institutions. Bozaka Bomona, député, salaire à député Mati, salaire à fonctionnaire Mati plutôt. Il y a sénateur Mati, ministre Bazokota. Quand on réduit l'équipe du gouvernement, cela veut dire, suppose, à mon entendement, que salaire n'a pas à l'icolo. Parce qu'on n'a pas voulu dépasser les caps également des 50. D'où, à la fois, à l'ODEP, qui est l'Observatoire de la dépense publique, et aussi les organisations citoyennes de veiller qu'on puisse faire pression et aussi pourquoi pas faire une enquête sur ces. Parce que je me dis, l'enquête de l'IGF, à mon humble avis, ça sera une enquête classique pour ne pas jeter sur la place publique. Est-ce qu'aujourd'hui, la capacité de la République démocratique du Congo peut afficher une très grande, je dirais, permettez-moi la tautologie, capacité de rembourser plutôt ses dettes externes et internes? Oui, c'est possible. Je crois exactement, avec l'apport lié quand même à cette lutte de coulage des recettes, mais aussi à la corruption, parce que l'IGF est venu donner un coup de pouce quand même à la gestion de l'État, gestion rationnelle. C'est là où j'insiste sur ces. Je fais confiance au gouvernement Tuluka, parce qu'elle est passée par le rouage du ministère de budget, également de finances, elle est passée par le rouage des institutions également internationales et aussi des agences des Nations Unies. Je fais confiance à Tuluka parce qu'elle est passée également par le ministère des Plans, avec ces trois aspects, passée par la présidence, par la coordination également des veilles également patriotiques, l'organisation ou la coordination, le fait de passer par le ministère du budget, le fait de passer par le ministère des plans, je crois la dame a au moins la conscience que les dangers est devant sur le plan budgétaire pour essayer de rallonger les choses. Donc, je fais confiance pour dire nous pouvons payer cette dette, mais l'échéance qui va poser problème parce que ça va déranger encore la planification et parce que les secteurs, je donne des cas, actuellement sur le plan social, les secteurs liés à l'emploi, les secteurs liés à l'agriculture, les secteurs liés au renforcement de ce qu'on appelle une fois de plus à l'économie nationale, au lieu qu'on puisse investir là-bas, on va plus commencer à chercher comment payer cette dette, même si ça va nous prendre 5 ou 10 ans. Donc, nous devons investir dans les secteurs productifs,
nous devons investir dans le secteur qui sont exactement générateurs ou soit producteurs de ce qu'on appelle l'amélioration de ce qu'on appelle l'IDH, c'est-à-dire l'indice de notre développement humain, pour qu'on puisse au moins les booster. Mais encore, investir encore dans les infrastructures et après on n'a pas des rapports pour savoir qui a fait quoi, et c'est très compliqué à mon humble avis. Oui, mais on doit aussi évoquer la motivation de cette dette, à savoir le besoin des financements de projets divers en prise directe avec le développement dans les secteurs tels que la santé, l'éducation dont vous venez d'évoquer également. La santé, l'éducation, l'emploi, on l'a dit, l'économie à côté, la sécurité devait être une priorité des priorités. Oui. Je dirais parmi ceux. On pouvait me dire exactement parmi les 6 milliards, qu'est-ce on a fait en termes d'investissement ou soit d'affectation, d'appui dans le secteur sécuritaire? Là, j'allais être d'accord. Oui. Mais si on justifie ça uniquement pour la gratuité, et à côté également on justifie pour les infrastructures, là, les bas blessent. Oui. Parce que la priorité des priorités actuellement, c'est le secteur lié à la sécurité, pour ne pas parler au rétablissement de la paix, au niveau également du territoire national. Et ça aussi, secteur où ils sont liés exactement dans le secteur social, c'est-à-dire l'emploi, la santé. On a parlé de gratuité de l'enseignement, oui. Je salue Tony Mwamba. Merci pour tout ce qu'il a eu à faire. Mais je pense au moins l'État ne doit pas continuer avec tout ce qu'on fait. On justifie tout, infrastructure, on justifie tout dans la gratuité. On oublie exactement, pour parler aujourd'hui, lever notre temps, on devait également, une fois de plus, miser dans le secteur, je parle social pile parce que ce qu'on appelle l'essoufflement, ou soit les repos, ou carrément les renforcements dans ce qu'on parle une fois de plus, la politique liée à l'emploi, ça va permettre à chaque ménage, à chaque famille de respirer. À côté également avec la santé, on pouvait en avoir, mais je me pose la question, le chef de l'État avait dit la révolte du sol sur le sous-sol. Et je me pose la question sur ce qu'on a parlé ici des 5 ans échelonnés de 2019 jusqu'en 2024. Qu'est-ce qu'on a pu affecter? Quel a été les degrés ou la hauteur de ce qu'on appelle carrément l'investissement pour le secteur comme l'agriculture? Parce que notre économie actuellement est au rabais. On ne va pas parler également des contextes liés au choc, liés à la Covid et tant d'autres sur ça. Donc, c'est-à-dire les organisations citoyennes de la société civile devaient au moins se réveiller parce que au niveau du Parlement, Mosso et également sa bande continuent avec la distraction, course au pouvoir, parce que le Parlement ne sera pas assis à ce net moment pour essayer de contrôler, demander même un rapport de ce qu'on appelle une fois de plus le ministre des Finances et des Budgets. Malheureusement, le ministère de l'Économie, on a connu 3 mois, il n'existait pas un ministre. C'est le même ministre des Finances qu'on a eu à traiter de tout. L'homme qui gère les finances publiques avec toutes les méthodes décriées, c'est lui qu'on appelle exactement Nicolas Kazadi, qui est encore venu au niveau du ministère de l'économie. On peut dire les secteurs de l'économie et des finances étaient en deuil durant les dernières années. Voilà. Il faut accélérer les choses pour la mise sur pied du bureau définitif de l'Assemblée nationale en vue de contrôler ces différents méandres économiques qui battent son plein en République démocratique du Congo. Pompon Joli, je reviens à vous, on parle de l'annulation de la dette. Vous ne voyez pas qu'il faut, face à cette annulation, faire un examen minutieux du passé, mais aussi démêler les chevaux et établir des responsabilités. Si cette dette a servi à quoi? Qui sont les responsables de la dite dette? Est-ce que cette dette a servi pour l'intérêt de la population? Voilà toutes ces questions qui méritent d'être posées au regard de cette augmentation de notre dette. Vous savez, vous avez 2 minutes. Vous savez, lorsque on fait une analyse, la première des choses, c'est l'identification des problèmes et puis vous estampillez, vous interrogez même l'histoire. Oui. Les institutions de Bretton Woods sont nées sur les cendres de la guerre, où la société a été détruite totalement. Il fallait reconstruire les sociétés. Et que faire pour reconstruire la société? Il y a eu un génie, Marshall, qui était, je crois, au cabinet d'un président. Il a proposé un plan. Le plan Marshall. Plan Marshall. C'était pour rebâtir l'Europe en ruine. Pour rebâtir l'Europe, et ça impactait sur les pays africains, dont on a appelé des baby-boom. S'il y a eu le premier plan décennal dans beaucoup de pays africains, c'était l'impact du plan Marshall. Donc si on a construit des bandales, des coques,
Kisangani, ainsi de suite, c'était à cause de ces plans Marshall. Et c'était d'abord la BID, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Et la BID a changé pour devenir BM, Banque mondiale. C'est ça l'objectif. Vous voulez l'argent, il y en a. Vous voulez combien de milliards? 10 milliards, c'est ça. Mais c'est à vous maintenant d'orienter ça dans des secteurs de production pour donner le souffle à la société. Le Congo a beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, vous savez, lorsqu'on parle de la loi, Oui. la loi suprême d'un pays, c'est quoi? C'est le bien-être de sa population. Lorsqu'on parle de bien-être, c'est quoi? C'est la mobilité, c'est le logement, c'est l'emploi. Vous voyez? Donc c'est ça. Alors, vous avez emprunté 10 milliards. Qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Et sachant que ces institutions de Bretton Woods ont aussi leurs IGF, leurs inspecteurs. Ils donnent l'argent et il y a des inspecteurs sur le terrain pour voir qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent. Donc ça dit il y a des conditions, comment est-ce qu'il faudrait payer cet argent, il y a quand même une procédure. Là, moi je ne peux pas entrer parce que je ne suis pas expert dans la matière, j'analyse en tant qu'un politologue, je ne suis pas un économiste, mais je sais que lorsque vous empruntez, il faudrait payer les dettes. Mais il y a une procédure à suivre. On ne paye pas 10 milliards du coup. Peut-être on vous donne une échéance de 3 mois, plutôt de 3 ans ou de 2 ans. Mais dans les cas d'espèce, ces institutions-là n'ont pas fait une pression à la RDC. C'est une structure locale qui a fait un rapport pour dire qu'à l'allure où vont les choses, attention, parce que nous gérons mal comment dirais-je, notre argent, voilà. C'est-à-dire, je dis ici, les budgets, et c'est une loi. Et cette loi est votée au niveau du Parlement, l'OFIP. Et lorsqu'il y a une loi déjà votée, il y a maintenant l'aspect d'autorisation. On ne peut pas toucher $1 sans une autorisation. Comme il y a une structure qu'on appelle les parlements, mais à côté des parlements, il y a un peuple, le contrôle citoyen. Dans des pays sérieux, même aux États-Unis, il y a les contrôles citoyens. Pourquoi les contrôles citoyens? Parce que les peuples, lorsqu'il y a un dysfonctionnement des institutions, le peuple ne peut pas rester bras-bas. Pourquoi? Le peuple, c'est lui les boss. Même l'article 5 le définit. Tout pouvoir émane du peuple. Même l'argent du pays vient du peuple. Parce que le peuple fait quoi? Le peuple donne les animateurs à l'État via les élections. Le même peuple revient encore pour donner les moyens de la politique de ces animateurs-là via l'impôt et les taxes. Donc, lorsque nous ne payons pas les taxes, on ne peut pas parler du budget. Lorsque le peuple ne vote pas, on ne peut pas parler des institutions. Dans le mode de financement de l'État. Tout le peuple qui est l'épicentre de tout. Alors, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, ce peuple-là doit être éveillé pour contrôler son argent. Où va son argent? Très bien. Malheureusement, nous n'avons pas un peuple. Nous avons instauré le monitoring parlementaire pour monitorer le Parlement. Mais il y a plusieurs structures. Pourquoi ne pas monitorer par exemple le budget, l'OFIP? On a voté au mois de septembre. Qui est là? Qui est cette structure-là qui fait le travail de monitoring pour dire que non, voilà, l'argent est... Changeons de registre, on ne doit pas s'éterniser là-dessus. Mais c'était important aussi, parce que c'était important, de nos vies. Les temps, on est buté par les temps. John Kabessa, parlons cette fois-ci de cette affaire de corruption dont on cite Jules Alinguetti, chef de l'IGF, est accusé par une organisation civile de corruption et de blanchiment d'argent, de preuves dont des vidéos et documents ont été fournis. Un appel à enquête a été lancé. Alinguetti aurait, semble-t-il, utilisé son statut pour extorquer des fonds des sociétés privées, menaçant ainsi l'intégrité financière de la République démocratique du Congo. Votre analyse? On analyse 2 minutes. D'abord 2 minutes sur le dossier Alinguetti. Je me dis, on ne dort pas, on ne passe pas un mois sans avoir un dossier sur Gilles Alinguetti, l'alligator. Je me pose la question, est-ce qu'il est totalement toujours innocent ou bien Alinguetti est totalement visé, je dirais, à tort ou injustement? On en a assez, dans la mesure où il ne passe pas un mois. Gilles Alinguetti. Gilles Alinguetti fait ton, Gilles Alinguetti est tenu moi. Gilles Alinguetti est tel, Gilles Alinguetti est tel. Quand j'analyse les faits, ce ne sont que des allégations contre Alinguetti. Parce que quand on essaie de faire des déclarations ou ainsi de suite, on n'a qu'à approuver, on essaie de lancer pour dire voilà,
il y a eu ce qu'on appelle des décharges, compte tenu de ce qu'il a eu au moins à recevoir. Mais je me pose la question pour dire quelle est la finalité de ce genre de campagne, à tort ou à raison, sur Alinguete. Si c'est ces campagnes ou également, je parle de cette série de campagnes où ces allégations sont vraies et fondées, on a qui est actuellement là à diligenter une enquête sérieuse parce qu'au-delà de ce qui concerne l'IGF, l'IGF ne peut pas évoluer comme ça, comme maître de soi-même ou d'elle-même, dans la mesure où nous sommes dans un État moderne. L'IGF plutôt est rattaché à la présidence de la République. Et si à chaque fois on cite Alinguete dans de ces genres exactement des rapports, à tort ou à raison, la présidence qui est mise en cause, mais on est en train aussi de salir et la présidence et les mandats encore, les nouveaux mandats, mais aussi l'image de la République démocratique du Congo, parce qu'on savait avec l'IGF, on devait redorer les blasons de ce qui concerne exactement la gestion orthodoxe, mais aussi la lutte contre la corruption et tout. Quelque part, comme l'IGF, avec Alinguete, on doit se le dire, c'est un rodé du monde également ECOFIN, ou du monde des finances, ou du monde des affaires, parce que dans le monde des affaires, il y a ce qu'on appelle la contrebande, il y a ce qu'on appelle les dénonciations, mais aussi il y a des coups ou des cabales qu'on monte contre telle ou telle personne. À mon humble avis, Alinguete n'est pas un saint, je l'ai dit, il a aussi des défauts. C'est une personne qu'on doit mettre sous surveillance au niveau national, à mon humble avis. Je parle comme citoyen, également comme journaliste, et je suis libre. On doit mettre aussi Alinguete sous surveillance pour voir ce qui se passe, pourquoi on le cite toujours dans tous les dossiers. Mais à côté aussi, la présidence de la République doit trouver, ou l'ensemble des institutions de la RDC doit trouver un mécanisme pour savoir comment protéger l'IGF, même après Alinguete. Parce qu'on doit se le dire, si on a lancé une dynamique liée à la lutte contre la corruption, on ne doit pas voir la tête d'Alinguete, on doit voir comment l'IGF doit garder son pouvoir pour traquer à la fois tous les criminels économiques, également de finances et tout, pour essayer de protéger. Donc, l'affaire avec les Indiens, je suis en train de chercher qui joue la musique derrière cette affaire d'Alinguete. Est-ce que c'est lui-même qui est à la base de tout ce qui se passe? S'il est lui-même à la base, on va les dénoncer. Alinguete a à la boité, il faut te dénoncer. Balobi kanga mouyibi, yemro père rose à la paix, mouyibi à côté. Mais ceux qui Alinguete, aza innocent, na makambo bazo sala, batika ko salir, imaginer à chaque fois. Parce que je sais que les politiciens n'aiment pas la tête d'Alinguete. Voilà ce que vous dire. Je reviens à vous. Vous ne voyez pas que ces allégations contre Jules Alinguete met en lumière les potentielles failles dans l'appareil de lutte contre la corruption du pays et appelle à une action immédiate. En tout cas, moi, j'aurais du mal à affirmer sur ces vidéos ou ces allégations, d'autant plus que, vous savez, un contrôleur des deniers publics, c'est quelqu'un à battre. Hein? Jules Alinguete ne peut pas être aimé. C'est vraiment quelqu'un qui dérange tout le monde. Bon, je ne suis pas son avocat, mais vous savez, l'IGF aujourd'hui est rattaché à la présidence. C'est la présidence. Et depuis que Fachi est venu, ses chevals de bataille, c'est la gratuité et le contrôle. Vous voyez, avec l'IGF, qu'il a activé l'IGF et puis certaines agences de contrôle. En tout cas, pensez-vous que IGF aujourd'hui et la gratuité de l'enseignement, qui aujourd'hui, par exemple, peut brandir que voilà, pendant mes 5 ans, pendant mes 10 ans, voilà ce que j'ai à relever comme défi par rapport à la RDC, c'est ça. Pensez-vous que IGP, on peut surprendre l'IGF, les mettre dans des sacs? Moi, je dis, avec un peu de doute, je ne pense pas. Parce que, John vient de le dire, avant ces dossiers, il y a eu des quiproquos entre IGF et le ministère de l'enseignement. Il y a eu tant de problèmes. Est-ce que cette vidéo ou cette révélation, il n'y a pas une main noire derrière ça? Mais vous oubliez qu'il y a même des dates précises qui l'ONG a citées dans ces dossiers. Prenons les cas, le 18 février 2022, dans une torsion, je dirais même familiale, Madame Bobette, belle-sœur de Jules Alinguete et membre de son cabinet, a arrivé sur une affaire de 600 000 $ américains auprès de M. Youssouf, comptable du groupe Beltexco, prétendument
pour Alingeti cet argent? Ok, d'accord. Là, ça date des 2 ans passés aujourd'hui. Oui. Vous savez, avant Alingeti, il y a un professeur qui était rattaché à la présidence, qui a fait ses travaux. Professeur, il est du Congo central. Il a fini un travail de contrôle financier. C'était, qu'est-ce qu'il a dit dans son rapport? Le budget de l'RDC est à 2 milliards, mais il y a au moins 14 milliards qui se trouveraient dans des poches de... Luzolo Bambi. Luzolo Bambi, merci. Vous voyez? Et Luzolo Bambi a eu du mal à exécuter son travail jusqu'au bout, jusqu'à la fin du mandat. Il n'a rien fait. Et ces travaux-là sont restés comme une lettre morte. C'était que des paperasses. Et avant Luzolo Bambi, il y a eu encore un rapport, un précédent rapport de USAID, si j'ai une bonne mémoire, en 2012, pour dire la même chose. Que non, on a la RDC un budget de 2 milliards, 1 milliard pour quelque chose, tandis qu'il y a au moins 16 milliards qui se trouveraient dans les poches des animateurs, des individus. Et il a estampillé ces gens-là, c'est-à-dire les institutions de la RDC. Et l'IGF arrive, il prend les rapports, lui-même fait le travail avec Alingeti. Et il faut comprendre que Alingeti a commencé avec la naissance de l'IGF. Donc l'IGF est né au même moment qu'Alingeti a commencé le travail. Il était encore tout jeune. Chuté. Moi, je ne pense pas que... C'est vrai que le Congo a un problème d'homme, on parle de l'homme est corruptible. Mais Alingeti, avec beaucoup d'avantages qu'il a, est-ce qu'il peut se retrouver dans des combines pour parler de 600 000 $? Qu'est-ce qui représente 600 000 $ par rapport à ce qu'Alingeti gagne par mois? Vous savez qu'un inspecteur général... Les exemples sont vous tellement savez, légers. Oui, Il y a des cas. il faudrait faire attention. Nous sommes à l'ère des numériques, où il y a l'intelligence artificielle. On peut tout boutiquer et si tu n'es pas intelligent, tu peux accepter. Vous savez qu'un inspecteur général de l'IGF touche combien? 9 000 $, sans compter les avantages. Hein? Et alors, lui-même, Alingeti a combien? Est-ce qu'il peut se retrouver dans des salles combines comme ça parce qu'il y a 600 000 $, il y a ma nièce qui va aller chez un Libanais. Mais les faits sont là. Les faits sont là. C'est-à-dire, il faudrait, c'est-à-dire en droit, Oui. lorsqu'on arrête quelqu'un, il y a une présomption d'innocence. On ne peut pas arrêter quelqu'un et on affirme que non, voilà, vous avez arrêté, vous avez volé. Non, non, il y a une présomption. Il faudrait quand même interpeller la dame, qui est la nièce, qui serait la nièce d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai, de Gilles Alingeti, c'est qu'il a eu à percevoir. Il a eu mandat de Gilles ou lui travailler dans d'autres affaires, je ne sais pas. Donc, il faut quand même qu'on interpelle la dame, c'est à elle de nous éclairer la lanterne. Si réellement, il y a eu quand même une, comment dirais-je, une influence de Gilles Alingeti derrière la dame, qui serait peut-être sa cousine ou sa nièce. Donc voilà. Très bien. John Parce Kabessa. que l'IGF, c'est la présidence. John Oui. Kabessa, je reviens à vous. L'IGF, l'inspection générale des finances, est censée aujourd'hui être, je dirais même, le bastion de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Gilles Alingeti a été nommé à ce poste en juillet 2020 dans le cadre des efforts par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lutter également contre la corruption, améliorer la gouvernance financière dans le pays. Mais aujourd'hui, il semble, il aurait été cité dans une affaire de corruption. Vous ne voyez pas que ces cercles vicieux, ou soit cette problématique, met en lumière la problématique de l'homme congolais, incapable de répondre aux aspirations de sa mission, lui confiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi incapable de faire ce que la conscience collective attendait de lui. Merci beaucoup, cher Edi Kabea. Je l'ai dit la fois passée, quand on évoque cela, l'homme congolais, oui. Avant, on parlait des mâles zaïrois. Vous allez également vous rappeler des mâles zaïrois, c'est-à-dire l'homme zaïrois. Et après, Mobutu a dit, après moi, c'est les déliges, parce que je n'ai pas pu au moins les zaïrois à comprendre était moto et zana moto et bazaïrois. Na comportement là-bas. Après, il y a Laurent Désiré Kabila qui a dit presque la même chose dans des termes différents. Et il y a Joseph Kabila qui a répété avant de quitter, après 18 ans,
Ce que je n'ai pas pu au moins faire, c'est d'échanger l'homme congolais. Et Félix Tshisekedi, au début du mandat, l'a dit. Je ne suis pas ici pour défendre Alinguete. Parce que je l'ai dit, Alinguete n'est ni ange, ni démon. Là, je répète. C'est-à-dire, il est ni ange, ni démon. C'est-à-dire, Alinguete n'est pas un homme indemne pour dire l'homme modèle à 100%. Il ne peut pas avoir des dossiers sales derrière son dos ou quoi que ce soit. Et Alinguete aussi n'est pas un homme qu'on peut commencer à vilipender sur la place publique avec des cabales montées de toutes pièces. Oui. Pour dire on doit relativiser. Donc par là, pourquoi simplement quand Alinguete a lancé au mois de juin 2023 une campagne de dénonciation des criminels économiques et financiers, de plus en plus Alinguete est cité par une autre affaire ou des campagnes de dénonciation. Je vous permets d'analyser. Alinguete appelle la population à travers exactement les organisations de la société civile, tout le monde, tout Congolais, tout citoyen, si tu as des faits avérés, venez dénoncer au niveau de l'IGF. Au même moment, Alinguete lui-même est dénoncé chaque mois ou chaque 2 mois. Vous n'allez pas comprendre quelque chose qui se prépare derrière exactement cette campagne. Pour dire ceci, il n'y a pas de fumée sans feu. Je l'ai dit, Alinguete n'est pas un homme à tout prix, un homme sain. Alinguete a des dossiers. Un homme parfait. Un homme parfait, allais-je dire exactement. Alinguete a des dossiers. Je me pose la question, Edi Kabé et également Pompon Joli. Pourquoi chaque fois quand il y a des allégations contre Alinguete ou contre l'IGF, les PGR ne viennent pas pour se saisir du dossier? Pourquoi? C'est ça le comble aussi. Je me pose cette question. Peut-être les juristes pourraient nous dire, les spécialistes également de l'IGF. Là, je salue exactement mon confrère Jenny Kaninda et puis Apo Ipan et tout. Ils pouvaient nous expliquer si l'IGF a aussi a peur que les PGR puissent l'inviter. Vous savez comment les PGR invitent les gens? On vous convoque, on vous dit, le motif vous sera communiqué sur place. C'est aussi possible également de le faire. Parce qu'à chaque fois qu'on cite le président plutôt la présidence de la République à travers l'IGF, ça pose problème. Pour revenir à votre question, le Congo a un problème à la fois des gouvernementabilités et des gouvernementalités. C'est-à-dire quoi? La gouvernementabilité, c'est la force ou la capacité de gérer l'État avec des actions fortes en tenant compte des structures, mais aussi ce qu'on appelle des priorités des actions pour avoir des résultats. Mais la gouvernementalité, c'est l'homme en soi, la philosophie et la vision, comment on est en train de conduire ces pays. Là, je prends l'aspect lié à la gouvernementalité, c'est-à-dire le chef de l'État a lancé la lutte également contre la corruption en RDC à travers Alinguete. Et de là, je vois Alinguete, le fait de poser des actes de gouvernementabilité, Alinguete est rattrapé par la gouvernementalité. Pour dire le Congo a un problème à la fois de mentalité, un problème d'homme, mais aussi un problème structurel. Donc, Tolingi carrément, population nyonso, oyo mutunya ça comprendre que il y a des faits avérés. On doit se le dire, Moutou parfait azate, nous connaissons la scène politique congolaise Makamwezali. Tolingi toyo karasusuté Moutoutel. Pourquoi dans ces pays on ne parle que des milliers et des millions de dollars? C'est-à-dire des milliers et des milliers de dollars. Tel a construit, tel a volé, ainsi de suite. On peut aussi se réveiller un bon matin. On dit Lwakaningi Ninkindi. On dit également Peter Kazadi. On dit Félix Tshisekedi ou Joseph Kabila ou Moïse Katumbi. Voilà, il y a exemple 5 millions de dollars qui ont été affectés dans un grand projet agricole, dans un grand projet exactement d'employabilité des jeunes. Pourquoi les politiciens ne créent pas des structures qui pouvaient, de manière indirecte, engager aussi ou permettre cela? Des projets de loi, je pense au moins Makambo aussi la thé. Vous allez voir peut-être jusqu'à la fin de l'année, on va tout faire pour faire descendre Alinguete, mais aussi Alinguete lui-même. Il doit éviter ce genre aussi des scandales. Pourquoi pas nous présenter ce qu'on appelle un rapport de l'autre côté. Malheureusement, Mbosso bloque avec sa bande au Parlement. Pompon Joli, je termine avec vous. Je sais que vous faites l'apologie d'Alinguete, hein, malgré tout ce qu'il a commis comme bévue. Mais on a cité à travers ces rapports, en fait, ces dénonciations par l'ONG, des transactions, des appels, des vidéos, ainsi de suite, des lettres, des signatures, ainsi de suite. Mais vous ne voyez pas que cela soulève l'interrogation sur la nature
et la légalité de ces différents dossiers, mais aussi des transactions qui sont énumérées dans ces dossiers. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, lorsqu'on vise à Ligeti, on voit derrière lui la présidence ou le président de la République. Parce que même pendant la propagande, le président de la République montrait à la population, voilà ce que j'ai réalisé. Donc, c'est-à-dire que les deux instruments que le président utilisait, c'est le ministère de l'Enseignement et l'IGF. Et quand on vise les présidents, il faut comprendre, quand on vise l'IGF, on vise directement les présidents de la République. Vous voyez, aujourd'hui, les pays stagnés, hein? Les pays n'avancent plus. Or, quand le président prête le serment, qu'est-ce qu'il dit? Je prête le serment devant les peuples, devant la Constitution, de respecter la Constitution et les lois de la République. Et la Constitution nous dit, le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Il y a 3 missions. La dernière mission, la session extraordinaire, a fait 2 mois. Et dans quelques semaines, nous allons passer à 3e mois. Ça ne s'est jamais fait. La première législative, on n'a jamais vécu. La deuxième, on n'a jamais vécu. 3e et la 4e, c'est pour la première fois. Et c'est au président de mettre fin à tout ça, parce que lui, il est garant des bons fonctionnements. La grande institution, et la deuxième plus grande institution qui est le Parlement, a bloqué tous les pays. Aujourd'hui, nous sommes au 4e jour. Le 8 aujourd'hui, 7e jour. Vous n'avez pas jusque-là répondu. Depuis qu'on a nommé le Premier ministre, je suis dans l'esprit, Oui. Et rien ne passe, rien ne marche. J'ai dit, je ne fais pas l'apologie de Gilles Ligeti. Mais moi, j'ai compris une chose. Vous savez, même la Bible nous a enseigné. Jésus devant Barabbas. C'était Barabbas, je pense. Crucifier qui? La bonne personne. Mais laisser la mauvaise. Est-ce qu'Aligeti serait vraiment la mauvaise personne qu'on est en train de nous montrer? Moi, je dis question mark. Il a bien bossé les tableaux. Il a bien bossé. Papa, Aligeti a beaucoup de moyens. 600 000 $ ne représentent rien à Aligeti. Je ne dis pas qu'il a détourné. Je ne dis pas qu'il est innocent. Il n'y a pas seulement mais tout ce qui se passe, il a fait des ramifications par rapport. Sont tellement... J'en ai fait des bonnes analyses avec une ramification l'année passée. Lorsque je l'ai dit à la population, prenez-vous en charge. En quelque sorte, il voulait dire ça. C'est votre travail. Moi, je n'ai qu'un instrument. Mais c'est vous qui devez contrôler l'argent. Prenez-vous en charge. Et les bourreaux ont compris que les peuples, c'est un grand. Les peuples, c'est le vrai pouvoir. Comme on a éveillé les peuples, dans peu de temps, nous allons tomber. Il faut attaquer maintenant la personne qui a éveillé les peuples. Vous voyez? Donc, la personne à battre, c'est qui? C'est Gilles Ligeti. Moi, je ne pense pas que... Donc, je ne dis pas non, mais je suis en train de relativiser. Ni ange, ni démon. Voilà. Et Dika, permettez juste pour finir, nous présentons les condoléances à toutes les familles éprouvées également à Kinshasa. Il y a près de 8 morts également tenus après ces pluies exactement qui se sont abattues. Mais malheureusement, on ne sait pas qui... je suis familier. Hein? Oui, on ne sait pas qui gère actuellement là Kinshasa. Pour dire ceci, la ville à Kinshasa, ils ont abandonné parce que Babi Bememoussou les a retrouvés jusque-là parce que, on doit se le dire, les voies sont bouchées. Et de là, on pose la question, que font exactement Mosso et à côté exactement... ne gère pas la ville. Non, j'ai dit ceci, Mosso, Ngobila et également la bande, voilà les cycles qui bonnent ou également qui bloquent exactement le pays. Parce qu'il y a toujours des dossiers. Le gouverneur existe toujours. Il faut se poser la question. Et le ministère des Infrastructures? En tout cas, c'est la fin. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal.